réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Les deux font à genoux, les dames jeunes debout. Au passé dans la guerre, vive le sang, vive le sang. Au passé dans la guerre, vive le sang du canon. Que faut-il aux républicains, que faut-il aux républicains? Du fer, du blanc, aussi du pain, du fer, du blanc, aussi du pain. Du fer pour travailler, et blanc pour se venger. Et du pain pour ses frères, vive le sang, vive le sang. Et du pain pour ses frères, vive le sang des canons. Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Du coup, nous allons parler aujourd'hui d'un exemple d'une gauche qui n'a plus d'avenir. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce parti-là, qui illustre bien une gauche qui n'a plus d'avenir, s'appelle lui-même l'Après. Alors, c'est un parti qui a été fondé en 2024. Et l'Après, c'est un acronyme qui signifie... en fait, c'est un acronyme qui signifie très exactement l'Alliance pour une République écologique et sociale. Ouais. L'Après, l'Alliance pour une République écologique et sociale. Bon, il y a un point positif, c'est qu'il y a le mot République dedans. Et le mot social. Voilà. Par contre, ce qui est moins positif, ce sera le contenu de leur texte, de leur manifeste sur leur site, que je vous mettrai le lien en description, comme d'habitude je fais avec les textes en question. Le contenu qui est d'une pauvreté intellectuelle et aussi du point de vue de la communication qui est désastreuse, et du point de vue de la réflexion politique qui est désastreuse, sur la forme comme sur le fond, sur le plan idéologique comme sur le plan de la communication, mais les deux sont quand même assez liés, étant donné la forme reflète souvent le contenu dans cette New Left un peu décadente. Et l'après, justement, c'est une scission de LFI. Ils n'ont pas fait un truc basé comme République souveraine pourrait le faire. Ils n'ont pas fait un truc qui a un peu de la gueule comme République souveraine, ou comme le PRCF quand il a quitté le PCF, par exemple. Non, ils ont fait tout prou, ils ont quitté LFI pour faire du LFI. Enfin, pas exactement, mais il y a quand même 2-3 trucs sur lesquels je pourrais dire que on va dire que je critique peut-être un peu moins là sur certains trucs. Mais bon, c'est pas terrible en fait. Et l'après, ça porte un nom assez ironique. L'après quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? Oui, l'après LFI. C'est-à-dire c'est synonyme plutôt d'un échec. Enfin, ils veulent peut-être évoquer un avenir, mais ouais. C'est très sceptique. Bon, alors, je vais vous lire leur manifeste. Le manifeste de l'après, donc ça va durer un petit moment que je vous lise tout. Enfin, mais c'est pas très long comme texte en fait, mais par contre, c'est vraiment du langage de la gauche politiquement correcte, bien pensante, bien bourgeoise, bien libérale et compagnie. Mais une gauche qui n'a pas d'avenir. Moi, je voulais dire, l'après, c'est une gauche qui n'a pas d'avenir. Bon, on commence. L'après, notre manifeste. Oui, j'ai claqué des mains parce que pour dire qu'on commence. Mais du coup, l'après, notre manifeste. Pour faire vivre le nouveau Front populaire, construisons l'après. Nous vivons des temps inédits et porteurs de tous les possibles. Ils exigent la plus grande lucidité.
Pour faire vivre le nouveau Front populaire, construisons l'après. Nous vivons des temps inédits et porteurs de tous les possibles. Ils exigent la plus grande lucidité. L'injustice sociale, le mal-travail et la destruction des services publics nourrissent la colère et le ressentiment. L'injustice sociale, le mal-travail et la destruction des services publics nourrissent la colère et le ressentiment. Le péril climatique et le productivisme produisent ces ravages sur notre santé, sur la biodiversité, sur l'habitabilité de la planète et ne peut supporter l'inaction. Le péril climatique et le productivisme produisent ces ravages sur notre santé, sur la biodiversité, sur l'habitabilité de la planète et ne peut supporter l'inaction. La France se fracture. Le racisme et l'antisémitisme sèment leur poison dans toute la société. Le sexisme, la violence contre les LGBT, les discriminations de toutes sortes continuent d'empêcher la liberté, d'abîmer les corps, de tuer. Et les entrepreneurs de haine ont antenne ouverte sur les ondes et sur nos écrans. Et les entrepreneurs de haine ont antenne ouverte sur les ondes et sur nos écrans. La concentration dans les médias et la culture, les arts et la création malmenés participent d'une société qui dépérit. La concentration dans les médias et la culture, les arts et la création malmenés participent d'une société qui dépérit. Jour après jour, les guerres se multiplient. Partout l'extrême droite est aux portes du pouvoir quand elle n'y est pas déjà installée. Si nous ne prenons pas la mesure de tous ces dangers, nous serons à brève échéance submergés par la catastrophe. Jour après jour, les guerres se multiplient. Jour après jour, les guerres se multiplient. Partout l'extrême droite est aux portes du pouvoir quand elle n'y est pas déjà installée. Si nous ne prenons pas la mesure de tous ces dangers, nous serons, à brève échéance, submergés par la catastrophe. Heureusement, d'immenses ressources existent dans notre peuple pour éviter le scénario du pire. Après la déflagration des résultats des élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, la gauche et les écologistes ont su se rassembler. Les syndicats, le monde associatif, des activistes pour le climat, des féministes, des militantes antiracistes, des militantes antiracistes, des intellectuels, et le mouvement citoyen se sont mis en mouvement, participant pleinement du barrage contre l'extrême droite. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections. Nous nous félicitons de ce succès auquel nous avons contribué. Les partis politiques qui constituent le nouveau Front populaire ont pris leurs responsabilités. Ils se sont accordés sur un programme en mesure de changer la vie des gens. L'unité doit être plus qu'un sursaut tactique en réaction à la dissolution. Elle doit être une ligne stratégique durable parce qu'elle est indispensable à la victoire contre l'extrême droite. Pour être utile à l'unité des forces de gauche et écologistes, pour faire vivre le magnifique élan du nouveau Front populaire, pour aider à éviter les obstacles qui pourraient surgir, nous prenons la décision de nous organiser pour mieux préparer l'après. Parce qu'il est urgent de préparer l'après-Macron et d'imposer un programme de partage des richesses, des pouvoirs et des savoirs afin que chacun, chacune, puisse enfin vivre dignement et bénéficier de services publics de qualité. Parce qu'il est temps de préparer l'après de la crise écologique en adoptant l'urgence de la planification de la transition écologique. Parce qu'il est temps de préparer l'après de la montée de l'extrême droite et de ses projets racistes et xénophobes qui ne cherchent qu'à jeter les uns contre les autres selon leur religion, leur couleur de peau, leur genre ou leur orientation sexuelle. Parce qu'il est temps de préparer l'après-5e République et d'œuvrer à la naissance d'une 6e République démocratique, sociale, féministe et écologique qui rompe avec le présidentialisme et son autoritarisme. Pour préparer l'après, il faut agir maintenant et pour agir, il faut nous organiser. Contre notre volonté, de façon antidémocratique, nous avons été
écartés de l'organisation politique que nous avons contribué à faire naître. Oui, nous avions des désaccords stratégiques. Pour autant, nous ne renonçons pas à l'action collective et à porter un projet de changement en profondeur de notre société. Nous refusons de nous enfermer dans des règlements de compte. Nous voulons l'unité qui est la base de notre identité politique. Nous voulons agir en visant pour nous-mêmes la démocratie, en considérant le pluralisme comme une richesse. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit texte. Déjà, bon, en fait, c'est des mecs qui se pensent subversifs, mais ils ne le sont pas. Comment dire? Vous voyez, il n'y a pas une seule fois le mot France, il n'y a pas une seule fois le mot classe ouvrière, ouvrier, bourgeois. Sur, que ce soit sur la question sociale ou la question nationale, sur la question sociale, ils n'ont pas une approche de classe, c'est-à-dire que on peut dire on est d'accord avec eux sur les services publics, sur le mal travail, comme ils disent. Il faudrait qu'on revienne sur cette formule qui est ouais, un peu maladroite. Et sur le plan de la question nationale, vous voyez bien que ces gens-là, ils parlent d'élections européennes, ils ne contestent pas l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils nous parlent d'une destruction des services publics, mais qu'est-ce qui détruit ces services publics? L'Union européenne, le capitalisme, la bourgeoisie, ça, le libre-échange, ça détruit les services publics. Et des politiciens comme Macron aussi, bon, ils ont eu le mérite de parler de Macron, mais c'est-à-dire que il y a Macron et il y a toute sa clique. Sa clique, c'est quoi? C'est des bourgeois. Là, leur seul ennemi, ici, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que Macron, ils en parlent un peu, mais leur but, c'est de faire barrage à l'extrême droite. C'est pas de lutter contre le capitalisme, c'est de l'unité des écolos et de la gauche. On parle quand on parle des écolos, on parle aussi de LV. Les mecs qui veulent, qui sont pour du fédéralisme européen, ce qui implique des politiques de libre-échange ultralibérales en fait. Et la même chose avec le PS, l'unité avec le PS, qui a trahi une bonne partie de ses engagements. L'unité avec qui? Ce sont des mots tout ça. Mais c'est des mots qui sont vidés de leur substance. On fait barrage à l'extrême droite. Bon, ils sont avertis sur la question du présidentialisme, mais en fait, ils se félicitent d'une victoire contre l'extrême droite qui leur a été enlevée par le président qui de toute façon se fout radicalement de leur gueule. Ils se sont fait avoir par Macron, ils se sont fait avoir par le centre et la droite libérale pour lutter contre le danger fasciste de l'extrême droite du RN qui fait au final qui aura la même ligne que Macron. Et qui fera bonnet blanc et blanc bonnet, si vous voulez, mais ils se font quand même avoir par les macronistes. Ils comprennent pas qu'une bonne partie des mecs qui votaient avant à gauche, qui étaient ouvriers et compagnie, sont mis à voter très à droite pour différentes raisons que j'ai déjà évoquées, sur la question du wokisme, sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, sur la question sur ces questions-là en fait, sur toutes ces questions, sur la question nationale. Il y a rien ici qui mette en valeur réellement la France. Là, sur la question du républicanisme, on évoque à la fois le fait qu'ils sont républicains, mais rien sur la laïcité. On vous parle à peine de République, à peine de France, mais ils ne sont républicains que de nom, hein, je précise. Parce qu'en fait, quand ils parlent de non-discrimination, ils ne parlent pas de l'islamisme, qui est un danger. C'est-à-dire que quand, au nom de la lutte contre les discriminations, on a laissé l'intégrisme religieux
avoir de plus en plus de revendications, pourvu que celui-ci soit issu de la diversité. C'est-à-dire qu'un intégrisme religieux, historiquement, pour la gauche, c'est un problème. Mais là, au nom de la diversité et de la tolérance, là où avant la gauche luttait contre le christianisme et le cléricalisme, contre l'intégrisme religieux chrétien et contre le cléricalisme, pour ce qui est de l'islam, il faut surtout pas dire un mot. Sinon, c'est méchant, c'est raciste. Il faut leur rappeler qu'on ne peut pas être raciste envers une religion. En fait, critiquer la religion, pour cette gauche-là, est devenu un problème. Il y a, y a rien ici qui... Il y a pas une ligne qui dit qu'il y a un problème avec l'islamisme. Alors, il y a un progrès, c'est qu'ils parlent de l'antisémitisme, et après, je ne sais pas s'ils entendent la même chose que Mélenchon, parce que pour Mélenchon, vouloir la haine envers les juifs, c'est pas antisémite, c'est la haine envers les populations du Moyen-Orient qui est antisémite, parce que, comment dire, ils ont pris le mot antisémite dans son sens littéral, parce que il y a, comment dire, il y a un antisémitisme islamique. Il y a une tendance chez certaines personnes issues du monde islamique à ne pas être très philosémite. Chez certains musulmans, à ne pas aimer les juifs. Même si, du point de vue de la doctrine, c'est un héritage juif, le christianisme et l'islam. Avec des modifications, évidemment. Mais les deux ont des tendances antisémites, côté chrétien et musulman. Évidemment, tous les individus appartenant à une religion n'ont pas de comportement antisémite, loin de là. Mais il y a des tendances à l'antisémitisme. Et si on prend en plus le palestinisme, la tendance à surmédiatiser la question palestinienne, pas que la question palestinienne soit ignorée ou à mépriser, mais au nom de cette obsession pour le conflit israélo-palestinien qui tourne parfois à l'absurdité et au ridicule, à des opérations de com, par exemple, qui n'ont aucun résultat si ce n'est de vouloir se faire mousser pour leur électorat, eh bien, au nom de ces causes-là, eh bien, la question de la lutte contre l'antisémitisme, qui est plutôt historique à gauche, normalement, eh bien, a été abandonnée. Hein, parce que... enfin, ouais. Oui, parce qu'historiquement, bon, il y avait une partie de la gauche qui, à une époque, était influencée par l'antisémitisme des anarchistes avec Proudhon. Hein, par exemple. Mais vous aviez, au moment de l'affaire Dreyfus, vous aviez Jaurès qui a pris position pour Dreyfus. Ça, c'est... Alors, bon, l'histoire de la gauche, c'est aussi la gauche qui a permis si on parle de la gauche républicaine, c'est elle qui a permis à faire en sorte qu'on ne discrimine plus un citoyen selon son appartenance religieuse. Hein. Il n'y a plus que des Français, il n'y a plus de chrétiens, de juifs ou quoi que ce soit à la Révolution française. Je rappelle qu'historiquement, être républicain, c'est être de gauche. Enfin, être de gauche, c'est être républicain, puisque la gauche et la droite, c'est en fonction du veto royal. Et les gens à gauche étaient opposés au droit de veto du roi, étaient en faveur de l'Assemblée contre le roi, et les gens à droite étaient en faveur du roi. Et puis ce qui était devenu une opposition à l'absolutisme royal est devenu une opposition à la royauté. Donc, être de gauche est devenu être républicain. Progressivement, la notion de gauche et de droite a évolué historiquement. Apparition du socialisme et du communisme. Historiquement, la signification de gauche et de droite a nécessairement évolué. Bon, aujourd'hui, chute de l'URSS, vous comprenez qu'on est passé de la gauche sociale à la gauche sociétale. Voilà. Donc là, c'est un truc assez nouveau, c'est qu'ils ont une approche un peu plus républicaine sur un truc, c'est qu'ils dénoncent l'antisémitisme. Voilà, là où Mélenchon, dans les discours d'un LFiste, souvent, c'est
c'est plutôt de parler d'islamophobie plutôt que d'antisémitisme, parce que quand même, on a quand même des gens qui assimilent les juifs et aux sionistes, côté LFI. On a quand même un parti qui confond judaïsme et sionisme, pas explicitement, mais certains ont l'air de cacher leur antisémitisme par de l'antisionisme. Bien que les deux choses soient opposées, hein, soient distinctes. Le sionisme est un projet politique, le judaïsme est une religion monothéiste abrahamique. Euh, voilà. Hein, voilà, faut pas confondre les deux. Et voilà, il y a des juifs, par exemple, qui sont anti-sionistes parce qu'ils estiment qu'ils veulent pas vivre en Israël, mais qu'ils veulent vivre dans le pays dans lequel ils ont vécu, sans avoir un pays pour les juifs, en ayant juste qu'on leur foute la paix et qu'ils puissent vivre tranquillou guilou, à égalité avec les autres citoyens de leur pays. Donc il y a ça. Donc le racisme, ça c'est l'éternel sujet de cette gauche-là, c'est de parler du racisme et de la xénophobie. J'ai limite l'impression qu'ils le mettent le mot ensemble à un moment donné, qui confondent le, les deux termes. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent ensemble, c'est bien deux mots différents dans la même phrase, racisme et xénophobie. Mais grosso merdo, par exemple, j'ai l'impression que pour eux, quelqu'un qui serait gauche à l'ancienne, à la Marchais, opposé à l'immigration, ce serait un mec de gauche raciste. Et que pour eux, vouloir s'opposer à l'immigration, ce serait nécessairement pour des motifs racistes et pas, par exemple, économiques ou sociétaux, ou des questions sur la laïcité, sur la sécurité, sur des questions. On ne sait pas quand quelqu'un de nouveau entre dans le pays, on ne sait pas j'ai peut-être pas le mot, je vais utiliser un anglicisme, son background, comme certains disent, oui, son passé, son profil. Euh, et du coup, on peut tomber sur quelqu'un d'absolument génial, on peut tomber sur quelqu'un qui est tout sauf génial, en fait, qui peut être une véritable raclure. Mais on ne sait pas, en fait, justement, on ne sait pas qui rentre dans le pays. Donc il faut qu'on puisse vérifier. Le problème, c'est que ça impliquerait qu'il y ait des frontières et qu'on vérifie ou qu'on ne laisse pas rentrer des gens qui auraient un passé criminel ou qui auraient voilà. Et puis il y a des gens aussi, pour qu'ils puissent vivre dans le pays, il faut qu'ils puissent apprendre la langue. Donc avant ça, il faut peut-être, avant qu'ils rentrent en contact avec la société d'accueil, qu'ils se familiarisent avec les lois, les langues. Ils peuvent très bien les apprendre. Mais du coup, ça implique qu'ils rentrent pas tout de suite ou qu'ils rentrent pas tout de suite totalement. Euh, J'imagine que pour eux, le fait de, je sais pas si pour eux, euh, c'est de la haine, parce que la haine c'est très méchant, visiblement. C'est pas gentil d'être méchant. Voilà, ils ont l'air de raisonner comme ça. Hein. Ils ont l'air de raisonner en c'est pas gentil d'être méchant, il y a des très méchants et des très gentils. Voilà. Donc, ouais, enfin, c'est-à-dire que réguler l'immigration, c'est ce que la gauche, lorsqu'elle pouvait, elle était au pouvoir, a toujours essayé de faire historiquement. Quand on avait des ministres sous le Front populaire, le vrai Front populaire, pas le NFP, hein, que ce soit des socialistes ou des radicaux socialistes, eh bien, ceux-ci avaient pour politique migratoire une politique de régulation, de limitation de l'immigration. Voilà. Donc, quand même, bon, à réserver le fait de limiter l'immigration à l'extrême droite, bah, ça me paraît être historiquement problématique. Quoi d'autre Ah oui, ah oui, c'est-à-dire que qu'il soit critique du présidentialisme, moi-même j'en suis critique. Mais c'est-à-dire que si c'est pour nous mettre un truc, un parlementarisme un peu bourgeois, un peu oligarchique,
à la place. Alors, moi, je ne suis pas dans un anti-parlementarisme, je considère qu'il faut un parlement, mais par exemple, pour vouloir d'avoir un président, mais qui soit élu par l'Assemblée plutôt que par le peuple, ce n'est pas synonyme de plus de démocratie. Par contre, de pouvoir mettre en place le RIC, ça serait pas mal, ou plus de contrôle parlementaire sur l'action enfin, ou remplacer le président par un collège d'élus, voilà, bref. Euh, donc il y a l'extrême droite qui partout est aux portes du pouvoir quand il n'y est pas installé. Ça c'est marrant parce que l'extrême droite qui est très très méchante, partout, elle est aux portes du pouvoir quand elle n'y est pas installée. C'est-à-dire que là, on est dans l'internationalisme abstrait. Là, en fait, c'est-à-dire qu'on parle d'autres pays, évidemment. Euh, et le truc, c'est que le mot France, il n'apparaît nulle part. Il n'y a pas le mot France. C'est très marrant. Euh, Il n'y a pas de. Il y a l'extrême droite qui est très très méchante, qui est très très dangereuse, mais on ne prend pas de cas concrets, on ne prend pas de. La France, elle n'a pas l'air d'exister. Les autres pays non plus. Enfin, ils ont l'air d'exister, mais sans les nommer, en fait. Vraiment, euh, on nomme pas les choses. On donne pas d'exemple du problème. On dit juste que c'est très dangereux, qu'il y a un danger de l'extrême droite. Vous voyez, enfin, et face à ce danger, qu'est-ce qui veut rassembler? La gauche et les écologistes. A priori, là, je dirais pas forcément non, hein. Enfin, si, enfin, ça dépend de quel écolo on parle. Si on parle de gens qui ont des convictions écolo à titre individuel, mais qui sont pas sur la ligne des Verts, qui sont sur une ligne un peu plus scientifique, écologie populaire, voilà. Par contre, si c'est pour du bobo écolo type ELV, qui est européiste, atlantiste, transactiviste, sans frontiériste, vous comprenez, anti-nucléaire, vous comprenez bien qu'il y a toutes les mesures pour pas faire d'écologie du tout. Ah oui, décroissant, euh, ça veut dire, oui, parce que je précise hein, pour les gens qui sont écolos, sérieusement, c'est-à-dire que si vous êtes décroissant, vous allez juste faire bosser d'autres pays à notre place et importer ce qu'ils produisent, donc en tuant l'économie locale, mais vous allez importer les marchandises venant d'autres pays, donc vous aurez ces pays pollueront plus, mais nous, on ne polluera pas nous-mêmes autre, par la production, peut-être par la consommation. Et il y aura le coût du transport, qui a un coût carbone et coût des marées noires aussi, donc c'est très con. On n'utilise pas de nucléaire compte tenu de notre consommation en électricité et l'insuffisance du renouvelable, et parfois du renouvelable qui n'est pas forcément si vert qu'on veut bien le dire. Et ben on va utiliser du charbon à la place de nucléaire. Enfin, si on n'utilise plus le nucléaire, on utilise du charbon. Le sans-frontiérisme, bah, c'est-à-dire que si on fait une politique de libre-échange, de libre circulation des marchandises, on tue l'industrie nationale, on met en place des mesures de concurrence, on augmente le coût de carbone du transport, enfin, on produit n'importe comment, ce sont des mesures ultra-capitalistes, il n'y a pas de planification possible sérieusement. Ouais, on ne contrôle pas la libre circulation des capitaux, du coup, comment on fait une politique écolo? Enfin, l'écologie punitive, on se met à dos les travailleurs, parce que les travailleurs, ils ont besoin de leur bagnole pour aller bosser, pour certains qui vivent dans des zones périurbaines ou rurales, qui doivent aller en ville pour travailler ou qui doivent se déplacer hors de leur lieu d'habitat. Et si ils vivent dans des endroits où il n'y a pas de transport public, ils sont obligés d'utiliser leur voiture. Donc, ouais, le transactivisme, est-ce que le marché, que vous soyez pour ou contre les opérations, c'est une consommation de ressources. C'est-à-dire que les mecs qui se foutent des faux seins en silicone, qui se la font couper, qui font des opérations de chirurgie esthétique, qui font de l'hormonothérapie, ça consomme des ressources, écologiquement parlant. Ça consomme des ressources naturelles. Faut pas se leurrer. Voilà.
quand vous avez ce genre de position merdique sur la bioéthique, vous n'êtes pas écolo, vous êtes un guignol. Moi, je vais dire les choses cash. Mais c'est très marrant parce qu'en fait là, ils nous disent la gauche et les écologistes. Il y a des droitards hein, qui se disent écolos. Bon, il y a même une certaine extrême droite, si tant est que le clivage gauche-droite vient dire, encore dire quelque chose aujourd'hui. Voilà. Il y a une certaine extrême droite historiquement qui était pas la plus, comment dire, pas la plus antiraciste au sens premier du terme, qui quoi que ce soit. Quoique l'antiracisme aujourd'hui, certains pourraient dire que c'est un peu raciste, mais il y avait une certaine extrême droite qui historiquement n'était pas du genre à être très tolérante et à lutter contre l'antisémitisme du tout, qui avait des délires écologisants. Mais elles, c'était que certaines populations étaient mauvaises pour la planète et qu'il fallait s'en débarrasser plus ou moins. Enfin, quoique, ils ont renoncé au côté industriel, anti-industriel, parce que ils devaient quand même fabriquer des Panzers, ces gens-là. Mais ils avaient quand même, parfois, certains avaient ces délires-là, parmi eux, certains avaient ces délires-là de pureté de la nature. Ça allait pas avec leur côté fabrication de Panzer. Mais ils avaient... hein, ils avaient des délires de retour à la Terre avec l'industrie qui est mauvaise, qui est méchante. Voilà. Bon, faut que j'arrête de traiter les écolos de nazis. Euh, Quoique, bon, quand ils veulent la grande Europe, je suis quand même un peu tenté. Euh, bah, les syndicats, je suis d'accord. Mais il faut voir ce qu'est devenu la CGT aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, c'est encore ce que je soutiens l'action syndicale de la CGT. Euh, mais c'est-à-dire que entre Benoît Frachon et Martinez, et entre Martinez, euh, entre Benoît Frachon et Philippe Martinez, et entre Philippe Martinez et comment elle s'appelle la bourgeoise, Sophie Binet, et cette bourgeoise de Sophie Binet, il y a quand même une certaine distance, il y a des années-lumière qui les séparent. Hein, bon, alors, Benoît Frachon correspond plus à ma vision de ce. Voilà, je serais plutôt partisan d'Olivier Matteux, vous l'aurez bien compris, plutôt que de Sophie Binet en termes de boss pour la CGT. En termes de chef de la CGT, j'estime que Olivier Matteux serait un meilleur secrétaire pour la CGT que Sophie Binet, qui pour moi n'est qu'une bourgeoise, qui n'a rien à voir avec le monde des travailleurs, Sophie Binet. Pour ce qui est du passage moi je n'aime pas Philippe Martinez pour une raison, c'est que sur les questions géopolitiques, c'est un jaune. Hein, sur les questions géopolitiques, il me semble qu'il est plutôt sur un truc limite otanien ou euro-atlantiste. Bon, enfin, il y a quand même des petits trucs qui j'ai bien compris. Je crois que sur la question du conflit russo-ukrainien, euh, il y a des trucs. Voilà, Martinez c'est pas non plus. Voilà, enfin, Martinez c'est pas vraiment l'opposition à l'impérialisme. Voilà, mais ça reste quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier. Euh, je vérifie que j'ai pas des conneries sur l'Ukraine, mais sa position sur l'Ukraine, je crois qu'il est pro-Ukraine. Euh, mais voilà, pour moi, à partir du moment où quelqu'un, oui, enfin, oui, il a dû être pro-Ukraine, ce qui est en fait une trahison, hein, en fait, du mouvement ouvrier d'être. C'est-à-dire que quand vous passez d'un mouvement ouvrier qui était correct, qui était peut-être l'œil de Moscou, selon les mauvaises langues, mais qui au moins n'était pas l'œil de Washington,
à l'œil de Washington aujourd'hui, comment dire, enfin, voilà. Ça fait quand même mal par là où ça passe, en fait, de passer. Vous regardez le PCF d'aujourd'hui, il est passé de l'œil de Moscou à l'œil de Washington. Euh, bon, si Washington devient rouge, ça ne serait pas vraiment la même limonade, mais vous savez bien que Washington n'est pas très rouge du tout. Bon, après, faudrait, à moins qu'on attende que l'ACP arrive au pouvoir, mais bon, bon, ils sont un peu spéciaux quand même, c'est des Américains. Euh, mais euh, mais voilà, Philippe Martinez avait quand même le mérite d'être issu du monde du travail. Sophie Binet, non, c'est une bourgeoise totale. C'est une petite bourgeoise totale. Voilà. Bon, voilà. Je divague, je divague. Les syndicats, donc ça c'est logique, les syndicats. Les syndicats pour défendre les travailleurs. Le monde associatif serait un peu moins. Vous avez tout dans le monde associatif et malheureusement vous avez beaucoup de domination de la petite bourgeoisie en fait, de la petite bourgeoisie culturelle. Des activistes pour le climat, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai déjà parlé des écolos, ils vont juste s'agiter avec des drapeaux en disant ah la planète va mal, la planète va mal. Mais quelles solutions vont-ils proposer? Ils vont foutre des boîtes de soupe dégueulasser des tableaux sur des musées avec des boîtes de soupe en disant que c'est la fin du monde et que l'humanité est méchante. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui en activiste pour le climat. Hein, ça ne voilà, c'est-à-dire que qu'on veuille agir pour sauvegarder l'environnement, je l'entends bien, mais comment dire, pas en ayant des solutions, en ayant d'une part des solutions et deuxième part des solutions intelligentes. Là, je vois zéro solution intelligente de la part de nos activistes pour le climat. Des féministes, ouais, c'est-à-dire que, comment dire, il y a une différence entre le féminisme à l'ancienne, je dirais, qui était pour l'émancipation des femmes, et l'égalité homme-femme, et le droit à l'avortement, ce genre de choses qui ont tout mon respect, et le néo-féminisme d'aujourd'hui, qui est misandre, qui soutient le port du voile, qui est lié au transgenrisme, quand bien même qu'il y a des femmes qui gueulent parce qu'on met des trans dans les prisons et que bon, ou des tas de trucs. Hein, en fait, c'est-à-dire que vous avez des féministes aussi qui veulent séparer les femmes blanches des femmes noires parce que si tu es une femme noire, du coup, tu es plus opprimée qu'une femme blanche. En fait, vous avez des tas de trucs, vous avez même des féministes qui sont des séparatistes, qui font du séparatisme lesbien, c'est-à-dire qui disent que les femmes, elles doivent tous devenir lesbiennes pour lutter contre le patriarcat parce que les hommes les oppressent. Mais du coup, il n'y a plus de société parce qu'il n'y a plus de gamins qui sont pondus en fait dans l'affaire. À moins que, oui, ils se fassent inséminer, mais au bout d'un moment, c'est peut-être pas durable sur le très long terme. Euh, voilà. Bon. Euh, Bon, c'est-à-dire que c'est une nébuleuse dans laquelle vous avez aussi beaucoup de conneries. Et je rappelle que le mouvement ouvrier, historiquement, s'il a été pour l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité morale, juridique, et n'était pas naïf et considérait qu'il y avait des discriminations entre guillemets à faire sur la base des différences biologiques entre hommes et femmes. Vous comprenez bien que dans le mouvement ouvrier, on savait bien que d'un point de vue de l'ouvrier et de l'ouvrière, demander de porter un sac de 500 kilos à un homme et à une femme, du point de vue des organes, de l'anatomie des hommes et des femmes, euh, d'un point de vue du mouvement ouvrier, on voit les choses d'un point de vue plutôt pragmatique. On sait combien certaines tâches physiques quand il s'agit. Après, aujourd'hui, il y a l'automatisation et la mécanisation. Bon, il y a aussi la désindustrialisation et la disparition de la classe ouvrière. Enfin, la disparition de la classe ouvrière organisée, en tout cas. Eh ben c'est pas la même limonade, en fait, entre un homme et une femme, du point de vue de la biologie. Je sais bien que leur idéologie, aujourd'hui, qui est le LGBTisme, veut nier la différence entre les hommes et les femmes. Et pareil, le féminisme veut nier la complémentarité entre les hommes et les femmes. Complémentarité, je vous fais pas un dessin que du point de vue de la reproduction de mecs ou de nanas, ça peut pas se reproduire ensemble.
mais aussi qu'une société qui fonctionne considère que les hommes et les femmes ne sont tout simplement pas des ennemis ou à séparer, et qu'il y a une certaine mixité, surtout si tu te dis progressiste, en fait. Si tu te dis progressiste, tu considères pas que les femmes, elles doivent être à part des hommes et les hommes à part des femmes. Tu considères que les gens doivent vivre ensemble. Euh, et aujourd'hui, le féminisme est devenu quelque part, par certains aspects, soit anti-homme, soit juste anti-femme, en fait, même, enfin, sur certains trucs. Moi, mon impression sur le féminisme, c'est que le féminisme permet à des femmes issues de la bourgeoisie de domestiquer des femmes issues du prolétariat, en leur disant on est des sœurs, en faisant un sentiment de sororité entre femmes bourgeoises et femmes prolotes. Et dans l'affaire, les femmes prolotes, elles ne font que suivre l'idée des femmes bourgeoises qui s'investissent beaucoup plus dans ce militantisme et qui sont quelque part des maîtresses à penser pour ces pauvres femmes chétifs du prolétariat qui vont juste se faire manipuler, hein, si elles tombent dans ce piège-là, dans ce piège idéologique. Il y a quand même, moi j'y vois une grosse volonté de manipulation. Peut-être pas consciente, mais je vois un côté interclassiste. Or, une femme de la bourgeoisie et une femme du prolétariat, entre une bourgeoise et sa boniche, il n'y a pas de sororité, je suis désolé. Entre une patronne et prenons une usine de, prendre peut-être un peu cliché, mais une usine de textile, on va dire il y a des ouvrières, l'essentiel ces ouvrières. Oui, ben, je pars sur une même base pour schématiser. Sur la base qu'il y a une patronne, ses employés, c'est des femmes, c'est une usine de textile, elle vire ses employés. Dans ce cas-là, elle licencie. Elle licencie parce que c'est une capitaliste. Vous croyez qu'il faut être féministe et dire qu'il y a sororité entre les femmes? Il n'y a pas de sororité entre une bourgeoise qui exploite les ouvrières et les ouvrières. Voilà, voilà, c'est-à-dire une solidarité entre exploiteurs et exploités. Voilà ce qu'est le féminisme par certains aspects. Alors, évidemment, nous devons défendre les principes historiques d'émancipation des femmes, du féminisme. Droit à l'avortement, d'égalité devant la loi, d'égalité des opportunités, des chances, voilà, des salaires, voilà, tout ce que vous voulez, droit de vote, suffragette et compagnie. Ça, ce sont des acquis, et ces acquis-là, ce sont des acquis que nous devons défendre, et même lutter contre ce qui reste de discrimination. Il existe aussi des discriminations envers les hommes vis-à-vis de la filiation dans le droit français, vis-à-vis de certains trucs. Hein, voilà, il y a des choses qui sont, du point de vue du droit français, favorables aux femmes aussi. Et des choses qui sont aussi encore des restes d'inégalité entre les hommes et les femmes aussi qui sont problématiques. Voilà. Par exemple, la garde d'enfants, c'est systématiquement les femmes qui sont... voilà. Combien même c'est pas forcément bon pour l'enfant parce qu'une femme peut aussi être une marâtre envers ses propres enfants. Alors qu'un père peut être un brave type qui s'occupera de ses gamins. Tout dépend en fait en réalité des individus en question, mais il va y avoir un biais en faveur des mères contre les pères dans les affaires de divorce. Et c'est pas le problème, c'est pas le père ou la mère dans une histoire de divorce, hein, mais l'intérêt de l'enfant. Et il n'est pas pris en compte du fait du coup des discriminations positives envers les femmes. Est-ce que les féministes le prennent en compte? Non. Des militantes, ils écrivent en écriture inclusive, c'est insupportable. Ça, c'est l'écriture qui est inclusif envers les personnes qui sont obsédées par les trucs de non-binaire ou de féminisme et compagnie. Mais par les personnes qui aiment la langue française, c'est pas inclusif envers elles. Et c'est pas inclusif envers les prolos qui ont peut-être du mal avec cette novlangue bourgeoise. Voilà. Militant antiraciste, bon, je suis désolé, mais quand cet antiracisme devient en réalité un prétexte au communautarisme, c'est tout sauf dans l'antiracisme. Quand vous divisez les gens au nom d'une sociologie bourgeoise, une approche bourgeoise de la sociologie entre blancs et racisés, c'est tout sauf antiraciste. Le vrai antiracisme,
c'est d'être universaliste et de considérer qu'il n'y a pas de blancs et de racisés, il y a juste des êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, on s'en fout. C'est ça le vrai antiracisme, c'est de considérer que la couleur de peau n'a pas d'importance. Aujourd'hui, au nom de la lutte contre le racisme, vous avez des gens qui, leur militantisme consiste à être aussi raciste que l'est historiquement l'extrême droite. Voire plus, j'allais pas dire voire plus, mais le singer, mais d'une autre façon. Là où il y avait une extrême droite qui, au nom d'une pseudo-biologie, prétendait à l'existence de race et à l'inégalité entre celles-ci, vous avez le même principe, mais avec une pseudo-sociologie de la part d'une gauche décadente, en fait. Et le barrage contre l'extrême droite, très méchant. Ah oui, les intellectuels, le mouvement citoyen. Le mouvement citoyen, je vois pas ce que c'est. Oui, enfin, mouvement avec des citoyens. Ouais, droit civique, attachement à la démocratie. Je vois pas. Les intellectuels, bon, faudrait que vous m'en citiez, les intellectuels, mais si c'est des gens qui veulent nous faire l'histoire du genre et que il y avait des sorcières pendant la Renaissance et que c'était un danger pour le capitalisme patriarcal ou ce genre de conneries, de moment ils inventent des trucs avec à partir de leur idéologie, ils ont des approches pseudo-sociologiques, pseudo-historiques, enfin une approche des sciences humaines qui est quand vous avez du postmodernisme, vous n'avez pas intellectuellement des trucs, vous avez des trucs qui respectent même pas le principe de non-contradiction, qui est de la logique formelle, dans la façon de raisonner de ces intellectuels. Enfin, certains se piqueront de dialectique, mais juste pour pouvoir dire des trucs incohérents et pas pour pouvoir inviter un déplacement et une synthèse d'idées contradictoires et d'arguments contradictoires, mais juste pour. Voilà. Donc il nous parle du NFP qui de toute façon était une coalition de partis de la gauche bourgeoise menée par une meuf du PS qui nous a par une femme du PS, Lucie Castet, qui nous a dit je suis lesbienne. Oui, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout, c'est-à-dire que ça c'est sa vie privée et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est pas un argument politique. Et quand tu as été au PS, tu as été dans un parti le parti de ceux qui ont mis en place la loi El Khomri. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien. Enfin, si je dis quelque chose, c'est que. Oui, donc il y a les entrepreneurs de haine qui ont ondes ouvertes sur les ondes et sur nos écrans. Il y a des méchants très très méchants. Hein, donc la concentration dans les médias, les arts et la culture malmenée participe d'une société qui dépérit. Oui, on a une société qui dépérit et je suis désolé, mais cette gauche bourgeoise, autant que la droite, y contribue autant que la droite en fait. On a une droite libérale et on a une gauche libérale. On a une gauche libérale libertaire, bobo libertaire, voilà. Et on a une droite libérale réactionnaire ou libérale conservatrice ou libérale tout court ou pur jus, enfin, selon les nuances, mais 50 nuances de droite, y compris à gauche. Ça participe, oui, d'une société qui dépérit. Donc, oui, enfin, vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur l'écologie, on s'y retrouve quand même parce que le péril climatique et le productivisme produisent ses ravages sur notre santé, sur la biodiversité, sur l'habitabilité de la planète et ne se peut supporter l'inaction. Comment dire le productivisme, on est quand même en France, parce qu'ils parlent pas ils utilisent, il n'y a pas de géographie, il y a de l'écologie, mais il n'y a pas de géographie ou d'économie, comment dire, l'approche de l'économie, elle est quasi inexistante. L'approche de la géographie, de la géopolitique aussi. Pas une seule fois le mot France. On n'arrive pas à situer les choses dans l'espace et on n'arrive pas à comprendre que la France est un pays désindustrialisé avec une économie tertiarisée. Et ce qui est marrant, c'est que si on voulait considérer à minima qu'il y ait du socialisme dans ce texte, eh bien, c'est plus un socialisme de la redistribution que de la production. On nous parle des services publics, mais pas de l'amélioration des salaires, pas de l'emploi. Enfin, on nous parle du mal-travail, pas du manque de travail.
On nous parle du productivisme qui est très méchant, mais il faut produire quand même pour avoir des ressources pour nos services publics, sinon on ne peut pas alimenter nos services publics. Les politiques de haut salaire, bon, ça n'existe pas. La protection de l'économie nationale, on ne trouve rien là-dessus. Hein. Vraiment, c'est nul. Il n'y a pas de volonté de relocalisation de l'économie, il y a un truc décroissant sur le productivisme. Alors, en France, on n'a pas l'air de produire beaucoup, en fait. Enfin, en France, on a l'air plutôt de déléguer notre production à d'autres pays. Il y a encore des usines quelque par-ci par-là, mais c'est pas le productivisme, c'est pas la production en France qui pollue la planète. Si vous me parlez de la Chine, des États-Unis, de la Russie, vous aurez des exemples de puissances qui sont encore industrialisées. Si vous me parlez de l'Inde, également. Et si vous me parlez de la France, je suis désolé, mais c'est ridicule. Si vous me parlez de l'Allemagne aussi, enfin bon, l'Allemagne, je pense qu'il faut, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être que c'est peut-être une mauvaise idée qu'elle existe en tant que nation quelque part. Parce que, je pourrais dire la même chose de l'Angleterre et des États-Unis, mais voilà, vis-à-vis de ce qu'est l'Union européenne, on se fait quand même bien avoir par l'Allemagne. Ils sont au Parlement européen, ces gens-là. Donc, ce sont des privilégiés, ce sont des bourgeois. Et ils comptent sur enfin, après la déflagration des résultats des élections européennes. Mais vous comptez changer les choses avec l'Union européenne. Vous n'avez rien compris. C'est ça, c'est... Ah, moi, ce qui je trouve marrant, hein, bon, le racisme et l'antisémitisme, c'est leur poison dans la société. Bon, voilà. J'ai pas l'impression qu'en France, que l'essentiel des Français soit antisémites ou racistes. Bon, par contre, disons que dans certains milieux d'extrême droite, islamistes, catho-tradis, royalistes, ceux d'un nationalisme identitaire, pas d'un nationalisme tout court, mais d'un nationalisme bien droitier qui est plus du nationalisme, certains qui sont fascistes, vous avez certainement de l'antisémitisme. Mais dans l'ensemble de la population française, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient antisémites. En revanche, vous avez des islamistes qui le sont, hein. Bien, bien, bien. Par contre, vous n'allez jamais taper sur les islamistes parce que ça serait islamophobe. Vous confondez les musulmans modérés avec les islamistes sous couvert de lutter contre l'islamophobie. Et vous empêchez la critique de l'islam sous prétexte que les musulmans sont trop fragiles pour accepter des critiques de leur religion. C'est... Enfin, je dis ça pour rapporter les filles. Là, vous n'avez pas parlé d'islamophobie, vous avez eu ce mérite-là dans ce texte-là. Je dis vous, hein, pas par rapport à mon public, je dis ça par rapport aux auteurs de ce texte. Mais ce qui me fait marrer, c'est le sexisme, la violence contre les LGBT, les discriminations de toutes sortes continuent d'empêcher la liberté, d'abîmer les corps, de tuer. Alors, plusieurs choses. C'est-à-dire que si jamais ils ne luttent pas contre l'islamisme, les LGBT, comme ils disent, l'auront dans le huc. Parce que je vous ferai savoir que l'islam, tout comme le christianisme, n'est pas gay-friendly. Du tout. Donc il faut quand même parler un peu de laïcité si vous voulez parler des droits des homosexuels. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'ils nous sortent les discriminations de toutes sortes. Bon, on a compris que c'était dans votre obsession sur les discriminations. Donc il faut tout tolérer. Enfin, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que vous confondez discrimination sur l'identité de base d'une personne envers les comportements. Donc changement de sexe en fait partie, mais chez certains gauchistes, vous aurez très certainement des gens qui vous parleront de toxicophobie comme ils vous parlent de grossophobie ou de transphobie. Le problème, c'est que ça ne fait pas référence à ce que sont les individus, mais à leur comportement. Et dans leur comportement, des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour leur santé. Alors, vous avez des gens qui sont gros et qui ne peuvent pas grand-chose, mais par exemple, vous avez des gens qui sont gros, et le fait de leur dire tu devrais faire un régime parce que tu vas être en mauvaise santé, il faut que tu perdes du poids, ça pourrait leur sauver la vie, ça pourrait leur empêcher des maladies graves, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires ou tout ce que vous voulez.
des problèmes de reins, j'imagine, des problèmes de santé de toutes sortes. Je ne suis pas médecin, mais il est évident que des personnes en surpoids peuvent avoir des gros problèmes de santé à terme. Et quand vous me parlez de grossophobie, de body positivité, là, de body positivity, de gens qui sont bien dans leur peau, parce que c'est bien que les gens ils s'en sentent bien dans leur peau, mais il faut pas être idiot. C'est-à-dire que une personne qui est en surpoids, si elle peut perdre du poids, il faut la faire perdre du poids dans une certaine mesure, parce que ça peut lui sauver la santé. Et si vous avez le terme grossophobe, c'est vraiment le problème avec la lutte contre les discriminations, c'est que vous le faites au détriment de la santé des gens. Pareil, vous avez quelqu'un qui est un peu troublé sur son identité sexuelle, vous allez l'inviter à faire un changement de sexe. Et quelqu'un qui va dire mais je veux protéger cet individu se fera traiter de transphobe et donc sera détesté par par cette secte hein, qui est ce gauchisme-là. Cette secte qui empêche, qui détruit, qui, comme je le dis, comme vous le dites, abîme les corps en fait. Le sexisme, la violence contre les LGBT, les discriminations de toutes sortes, quand il dit d'empêcher la liberté, d'abîmer les corps, de tuer. Ce qui est marrant, c'est que dans le texte, il y a d'empêcher la liberté, virgule, d'abîmer les corps, de tuer. Moi, je l'aurais réécrit ce texte. Hein. D'empêcher la liberté, d'abîmer les corps et de tuer. Parce que la virgule était en trop. Pourquoi? Parce que les gens qui sont mal dans leur peau, qui font des opérations de changement de sexe, s'auto-détruisent physiquement. Ils se font mutiler, ils réduisent fortement leur espérance de vie. Ils ont des gros problèmes de santé, ils subissent des hormonations à vie, deviennent stériles. C'est-à-dire que là, quand vous défendez le LGBTisme, vous défendez la possibilité de... Voilà. Les LGBT, c'est un package dans lequel on met LGB et T. Donc les LGB, donc, qui sont simplement les homosexuels, et bisexuels. Bisexuels, c'est les gens qui sont les deux, hein, qui sont homo et hétéros, parce que on va dire qu'ils aiment varier les plaisirs. Non, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par les deux, et puis ils trouveront un partenaire dans les deux camps. Bon, ils ont la diversité du choix, on va dire, de ce côté-là. Mais bon, là, c'est une orientation sexuelle. T, c'est pour le transgenre, pour le transsexuel ou transgenre. Et là, ça concerne la santé des individus qui se font couper, pour les mecs qui veulent devenir des femmes qui se leur font couper, pour les femmes qui veulent devenir des mecs qui se font déformer leur appareil reproducteur pour que ça devienne un faux, voilà, et qui se mettent à avoir une pompe à la place, qui marche pas, enfin, qui ont des gros problèmes de santé à vie elles aussi, enfin, voilà. Après, il faut dire Yel, parce qu'ils ajoutent sans arrêt des lettres. Bon, c'est. Bon, c'est. Et puis, comment dire? Non seulement le LGBTisme, pour le T, ça peut détruire la santé de ces individus-là, qui ont peut-être besoin plus d'un accompagnement psychologique pour s'accompagner dans leur corps de naissance, que d'être incité à faire une opération pour ressembler à ce qu'ils voudraient ressembler et finalement être déçus parce que ce corps-là ne fonctionne pas comme ils le voulaient et parce que voilà, ils se rendent compte de la posture que c'était. Et voilà. Parfois, il y a aussi des homos refoulés qui n'acceptent pas leur homosexualité, qui changent de sexe pour pouvoir, en étant avec le partenaire de leur choix, ne pas avoir l'impression d'être homosexuel. Parce que vous avez un mec qui est attiré par un autre mec, il se dit que c'est pas normal, voilà, donc il se dit si je devenais une femme, je serais hétéro. Ça serait, vous avez ça. Mais comment dire, en termes de communication politique, le LGBTisme, c'est très con. C'est très con parce qu'en fait, vous n'allez pas imposer aux gens d'être des militants LGBT. C'est-à-dire que les gens, les Français, la plupart des Français ne sont pas contre le fait que des gens fassent ce qu'ils veulent dans leur drap, du moment d'une certaine limite, hein, parce qu'il y a des choses qui... Voilà, les mecs qui... Quand vous avez des salopards qui s'attaquent à des enfants, évidemment qu'il y a des limites. Hein, mais que
que deux adultes consentants fassent des galipettes dans les draps, qu'ils soient hommes ou femmes, ou voilà, qu'ils soient deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, bon voilà, tout ce que vous voulez. De ce point de vue-là, c'est la vie privée de chacun. Par contre, si vous voulez foutre des drapeaux LGBT partout, ne vous étonnez pas des résultats électoraux désastreux. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas d'un point de vue de la communication. Du point de vue de la communication, parce que si vous dites que vous allez... si vous en faites trop pour les droits des minorités, la majorité se sent discriminée. Enfin, se sent mise à part parce que tout le monde ne tourne pas autour de la sexualité des uns et des autres. Du fait d'être... Moi, je suis hétéro. Je vais pas gueuler sur tous les toits. Et regardez, je suis hétéro. Je trouverais ça complètement con. Et j'imagine qu'il y a des gens qui sont homos qui doivent se dire la même chose. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, mais pourquoi ces gens-là nous disent que veulent absolument dire qu'ils sont homos. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a il y a les gens qui ont... Il y a une différence entre ne pas avoir honte, entre des homos qui n'ont pas honte d'être homos, et des homos qui en sont fiers. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de fierté à avoir vis-à-vis de ses sexualités, il y a juste à ne pas en avoir honte. Hein, c'est-à-dire que il n'y a aucune honte pour les homos d'être homos. Par contre, il n'y a aucune fierté à en tirer, c'est leur vie personnelle. Donc c'est un choix qui est de la sphère du privé et pas de la sphère publique. C'est un choix de vie, enfin c'est un choix de vie. Apparemment, il ne semble pas qu'on choisisse généralement ses préférences, mais le choix de son partenaire, c'est un choix privé. Son ou de sa partenaire, c'est un choix privé. Et ce n'est pas un choix politique. Donc dans le domaine politique, il faut qu'il y ait une mise à l'écart de toute cette symbolique-là, parce qu'elle ne concerne pas des enjeux politiques. Voilà, regardez Philippot, regardez Jean-Philippe Tanguy, regardez... et ces gens-là sont de droite. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Ils sont homos. Vous avez plein d'homos au RN. Pourquoi? Enfin, parce que cette gauche-là qui capitalise, on a une gauche qui capitalise sur le fait d'être inclusif et compagnie. De toute évidence, oui, Sébastien Chenu aussi, oui, il est homo, au RN, ainsi que son compagnon qui est aussi au RN. Mais c'est-à-dire que... Et je pourrais aussi vous citer Hans Rem, si on veut être plus hardcore, qui était au parti nazi, ou d'autres... voilà. Mais c'est-à-dire que le truc, c'est que vous faites de trucs qui ont juste aucun rapport, de causes qui n'ont rien de politique, des trucs sérieusement politiques. Le frivole remplace le sérieux, donc forcément. Donc il y a des violences envers les homosexuels, mais mettre au sein de son programme, de son manifeste, la question du LGBT, ça... Par contre, si vous vouliez vraiment lutter pour les droits des homosexuels, il y a une chose, c'est un respect de la loi qui prévoit déjà de ne pas discriminer les gens sur leur orientation sexuelle. C'est deux, trois choses. Défendre la loi, oui, l'ordre public, la sécurité, avec une loi qui est déjà du genre à condamner les discriminations envers les homosexuels. Envers les gens, les discriminations sur la base de leur sexualité, de leur couleur de peau. Voilà. Il y a déjà la loi pour ça, qui existe déjà. Et il y a défendre la laïcité, parce que si vous ne luttez pas contre l'intégrisme religieux,
qui est idéologiquement plutôt homophobe, l'intégrisme religieux islamique et chrétien, vous ne lutterez pas contre l'homophobie dans les faits. Mais bon, il faut être inclusif envers les religions et pas parler de laïcité, apparemment. Hein, ouais, enfin, c'est écrit de façon désastreuse. Hein. C'est vraiment écrit avec le huc. Comment dire? Quand ils nous disent leur après 5e République, leur 6e République démocratique, sociale, féministe et écologique, bon, je ne crois pas qu'elle soit démocratique et sociale, étant donné qu'ils ne sont pas foutus de critiquer l'Union européenne frontalement, ils ne peuvent pas faire être sociale, et ni démocratique. Je ne crois pas qu'elle soit démocratique, ils sont obsédés par leur petite cause bourgeoise, et donc ils ne seront pas emprunts au dialogue avec leur... S'ils refusent de lutter contre le wokisme au nom de la lutte contre l'extrême droite, qui refusent aussi de considérer qu'il y a une gauche et une droite, qu'il y a des clivages, enfin, au sens, enfin, comment dire, qui refusent, par exemple, de dialoguer avec des mecs de droite ou d'extrême droite, de parler avec eux pour voir un peu, sachant qu'il y a des prolos parmi cette extrême droite-là. S'ils vous refusent de leur parler, dialoguer avec eux, il est sûr que je ne crois pas que leur pluralisme soit sincère. Donc, oui, démocratique, j'en doute, ils viennent de LFI. Ils sont juste fait jeter ou ou étaient en désaccord avec le chef, le grand Mamamouchi Mélenchon. Féministe, je ne sais pas à quoi ça ressemble une république féministe. Une république favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes, là, oui, je comprends. Enfin, une république égalitaire, universaliste, ça aurait plus de sens. Et ça engloberait d'ailleurs autre chose que strictement le rapport homme-femme, comme oui, l'antiracisme, susmentionné, en fait, au sens universaliste, du coup, c'est pas le communautarisme, voilà. Mais ouais, pourquoi pas égalité entre les hommes et les femmes. Il y a déjà le droit de vote, il y a déjà le droit de travailler, des femmes qui possèdent des entreprises, qui ont l'égalité en droit politique, juridique, enfin, avec les hommes. Et je crois que ce qui reste, en fait, c'est constitutionnaliser l'avortement, peut-être, oui. Voilà. Ça ne va pas se poser trop de problèmes. Et, et l'égalité salariale. Ouais. Enfin, après, constitutionnaliser l'avortement, je ne suis pas pour. Je suis pour l'avortement, mais pas pour le constitutionnaliser, parce que je considère que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'une nation. Donc les questions de mœurs, si vous voulez, c'est simplement dans la loi, qui, elle, est révisable beaucoup plus facilement. La Constitution, c'est les institutions d'un pays. Des institutions fondamentales qui sont... Normalement on ne change pas la Constitution tous les mois ou toutes les années. On la change pour des raisons, à des moments historiques d'un régime politique, une constitution. On la change pour des raisons plus profondes, en tout cas, qu'une loi qui est votée. Moi, donc, je suis pour l'avortement, mais pas pour sa constitutionnalisation, parce que c'est de l'ordre des questions de mœurs. C'est pas de l'ordre de la question constitutionnelle. Dans le point de vue du droit, vous avez les fameuses pyramides de Kelsen avec les normes juridiques, avec les constitutions, les lois, les décrets. Il y a une certaine organisation du droit qui est... faut mieux pas dire de conneries non plus. Ouais, je crois pas à leur pluralisme en fait. Et je crois pas non plus à leur unité. Ce qui est très marrant, c'est que ce sont des gens qui ont scissionné de LFI et qui veulent faire une unité avec des gens qui de toute façon ont été très toxiques avec eux et ils ont été écartés finalement de l'organisation politique dans laquelle ils ont été. Donc en fait, ils veulent faire unité avec leurs bourreaux. Ils en tirent pas de leçon en fait. C'est oui, il m'a frappé, mon maître m'a frappé,
mais je veux continuer à lui faire allégeance. C'est comme, c'est comme une féministe, elle est en couple avec un mec, ce mec là-bas, mais elle est tellement amoureuse de son mec qu'elle veut rester en couple avec lui, au détriment de sa vie et de sa santé. Et elle veut pas que son père aille foutre une correction à ce salopard qui la maltraite. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que c'est la faute des hommes en général et pas du mec qui était un connard avec elle. C'est-à-dire qu'elle va pas se méfier du bad boy qui la cogne. Par contre, tous les mecs gentils qui vont être sympas avec elle, qui vont lui tenir la porte, pour elle, ça va être des sexistes. Euh, c'est exactement cette attitude-là qui est celle c'est l'attitude des relations toxiques. Je veux faire unité au nom du pluralisme. J'allais un peu faire unité au nom du pluralisme avec les gens avec des gens qui me méprisent, et je vais pas tomber dans le piège du ressentiment. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est pas la vengeance, quoique parfois ça peut être nécessaire de réclamer justice. Mais le problème, c'est plutôt que vous devez tirer des leçons de vos échecs. Et vous allez faire une autre orga à côté d'une orga, mais en ne faisant pas fondamentalement quelque chose de différent. Vous n'êtes pas foutu de pointer du doigt la bourgeoisie. Vous parlez de mal-travail, pas de chômage. Hein. Maltraitance au travail, là j'aurais oui. Mauvaise condition de travail, mal-travail. Donc c'est très global. Il y a destruction de services publics, oui. Enfin, voilà. Vous parlez même pas des salaires, même pas du pouvoir d'achat. Le RN parle du pouvoir d'achat. C'est très marrant parce que là vous avez loupé une occasion. Le RN parle du pouvoir d'achat et ils vont faire le jeu de la bourgeoisie et pas du prolétariat. Mais ils vont faire ça en disant ah, gna, gna, on va baisser les taxes et peut-être même les impôts. Ouais, c'est c'est désastreux. C'est désastreux, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça montre l'affaiblissement de LFI qui est devenu une forme de secte. Et c'est un témoin de la décadence de cette gauche libérale libertaire et du fait qu'il faut reconstruire quelque chose d'autre. Mais c'est malheureux parce que nous avons difficilement des trucs qui fonctionnent. Donc, si vous voulez sortir de LFI parce que vous trouvez que LFI ça avance nulle part, vous rejoignez République Souveraine, vous rejoignez le PRCF, vous rejoignez ça si vous voulez un truc gaucho. Et si vous êtes sceptique encore plus, pourquoi pas l'UPR ou les Patriotes, bon, enfin, avec quelques réserves sur les Patriotes de Philippot, mais bon, c'est des droitards socialisants et souverainistes. Bon, mais le résultat serait plus à gauche que LFI ou que c'est l'après qui fera la même politique que Macron. Mais le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, eux, c'est des vrais cocos. République souveraine, eux, c'est des mecs qui ont voulu sortir de LFI pour faire une ligne plutôt chevènementiste, qui a le mérite d'être cohérente en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai évoqué cette mascarade qu'est ce petit parti politique qui est à l'après, mais qui est assez révélatrice de ce qu'est devenu la gauche, voilà. Malheureusement. Ah oui, les guerres partout. Ah oui, un dernier point. Ouais. Les guerres partout se multiplient, mais si vous n'êtes pas foutu de vous opposer à l'UE et à l'OTAN, vous n'allez pas régler le problème. Voilà. Hein, c'est-à-dire que quand on a des gauchistes qui sont pro-ukrainiens, alors que l'Ukraine persécute les communistes, interdit les syndicats, ainsi qu'11 partis politiques en tout, que l'Ukraine est juste un pion des États-Unis, un pion de l'OTAN qui voulait installer des bases près des frontières russes et même des silos de missiles balistiques. Quand vous avez des bandéristes dans les rues, me parler d'inclusivité et en même temps parler Poutine il est impérialiste, la guerre en Ukraine, bon, vous comprenez que ça me convainc que très mollement. Hein, voilà.
Mais voilà, et que me parler des méchants, de la haine, de l'extrême droite, sans préciser les idées, l'idéologie, la façon de combattre, pourquoi on en est là avec des prolos qui votent massivement pour ces entrepreneurs de haine que vous décrivez, et des bourgeois qui votent à gauche, et des ouvriers qui votent RN. Même si évidemment tous les ouvriers votent pas RN, il y en a beaucoup qui sont de l'abstention, une partie à gauche. Bon. Mais me dire le danger c'est l'extrême droite, mais ne pas voir qu'il y a des ouvriers qui votent, qui votent au sein de cette extrême droite parce qu'ils sont justement pas convaincus par ce que leur propose la gauche, bon, voilà, faut arrêter de déconner. Il y a zéro mention de la classe ouvrière ici. Zéro mention du système capitaliste. Zéro critique du libéralisme. Ils parlent de Macron, mais ils sont pas foutus de dire que Macron est un libéral, que c'est un euro-atlantiste. Et que Mélenchon et Le Pen, c'est pareil. C'est ce qu'il faudrait dire. Très franchement. Bon, sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Ciao.